Donc on va reparler d'insuffisance cardiaque et particulièrement sur le lien ville-hôpital, enfin particulièrement comment gérer des insuffisances cardiaques en ville, parce que c'est un problème récurrent. On est tous au courant que les médecins généralistes font de l'insuffisance cardiaque, les médecins de ville font de l'insuffisance cardiaque, enfin les cardiologues de ville font de l'insuffisance cardiaque, et le CHU fait de l'insuffisance cardiaque. Donc on va voir un peu comment coordonner tout ça. Donc juste un bref rappel sans trop de redites par rapport au topo d'avant. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie énorme, 1 102,3% des personnes en France, avec une prévalence qui augmente au fur et à mesure qu'on vieillit. Donc 20% après 80 ans, ça fait un patient sur 5 de plus de 80 ans qui a une insuffisance cardiaque. C'est beaucoup. Avec des comorbidités qui sont très fréquentes. Donc plus de la moitié sont hypertendues, 30 à 40% d'insuffisance rénale et 30% d'anémie chez les patients qui sont hospitalisés. Voilà. Donc c'est une maladie qui est chronique avec vraiment beaucoup de comorbidités. Et donc quand il y a beaucoup de comorbidités, forcément, il y a beaucoup d'intervenants. Et on doit travailler en équipe, c'est une obligation. C'est une maladie grave, Philippe vous l'a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est la survie à 5 ans des principaux cancers en France. Donc vous voyez le cancer de la prostate, 94% de survie à 5 ans, cancer du sein, 88%, cancer colorectal, 60%. Et là maintenant, je vous laisse 3 secondes dans votre tête pour savoir où est-ce que vous mettez l'insuffisance cardiaque. Et 3, et l'insuffisance cardiaque, elle est ici. Donc la prochaine fois qu'on vous pose la question, est-ce que tu préfères avoir un cancer colorectal ou une insuffisance cardiaque, choisissez le cancer colorectal. Donc une épidémio qui est énorme, c'est la première cause d'hospice après 60 ans. Le gros problème, c'est que c'est le plus souvent non programmé. C'est un gros poste de dépense pour la Sécu, et donc la Sécu met énormément d'argent dans l'insuffisance cardiaque pour éviter de payer encore plus d'argent en hospitalisation et en décès. Il y a donc, comme je le disais à la diapo d'avant, 50% de décès dans les 5 ans qui suivent le diagnostic, d'accord, donc c'est beaucoup. Et une mortalité qui fait x4 chez les personnes âgées qui sont insuffisantes cardiaques par rapport à la population générale. Philippe, tout à l'heure, vous a montré cette petite diapo qu'on voit dans tous les topos d'insuffisance cardiaque, donc vous n'y échapperez pas. C'est la courbe de survie d'un patient classique, insuffisant cardiaque, qui décompense, qui meurt de plus en plus le temps passe, et plus il se fait hospitaliser, plus il meurt. Le but du dépistage précoce, de la prévention, en fait, c'est de le garder le plus longtemps sur la première partie de courbe, d'accord, en attendant qu'il fasse sa première décompensation. Et ça, ce n'est que grâce à un dépistage, un suivi coordonné et un traitement optimisé qu'on peut y arriver. Donc du coup, forcément, ça va passer par une coopération entre les médecins généralistes, les cardiologues. Ça va être une coopération, mais aussi une collaboration, une coordination. On voit que c'est quand même trois concepts qui vont s'intriquer. Donc la coopération, donc ça va être le fait de participer ensemble à une œuvre commune, de travailler en commun par la collaboration et surtout de faire un agencement logistique, et c'est ça qui est important dans l'insuffisance cardiaque et dans la prise en charge de ces patients, pour avoir le même but et d'obtenir le même résultat, et donc de travailler ensemble de manière la plus efficiente possible. 2 études qui m'ont paru intéressantes là-dessus, sur les difficultés qui ont été rencontrées sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque en collaboration entre médecins généralistes et cardiologues. Une qui date de 2003 qui montrait qu'en fait, ce qui posait problème déjà pour les médecins généralistes, c'était pour eux déjà de poser le diagnostic. Il y avait une incertitude diagnostique pour le médecin généraliste en ville, pour poser le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Et il y avait une certaine frilosité à l'idée de titrer les cardiotropes tout seul, ce qui pouvait déjà limiter l'avancement et en tout cas l'optimisation de la prise en charge. Et ensuite, en fait, les cardiologues et les médecins traitants et les médecins généralistes n'ont pas du tout la même vision, ils n'ont pas du tout le même but dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Les cardiologues sont beaucoup plus interventionnels, sont très intensifs sur les traitements, ils ont vraiment un but de survie, d'amélioration du patient au niveau de sa pathologie cardiaque, alors que les médecins généralistes vont voir le patient peut-être de manière plus globale et avoir un objectif d'amélioration de la qualité de vie, d'amélioration de la vie quotidienne et de prise en charge globale, y compris de sa famille. L'autre chose qui posait un petit peu problème dans cette deuxième étude qui avait été faite au Japon, c'est qu'en fait, les informations que les médecins traitants récupéraient de la part des cardiologues dans leur courrier ne correspondaient pas aux informations qu'eux attendaient, notamment peut-être sur la titration, sur comment prendre en charge leurs patients. Donc on va illustrer ça avec un cas clinique. On va vous parler de Monsieur X, que vous suivez comme médecin généraliste. Il est hypertendu, il est sous bithérapie. C'est un jeune retraité, il ne vient pas souvent.
Et puis là, il vient pour un renouvellement d'ordonnance et en discutant un petit peu, hop, vous vous rendez compte que quand il jardine, il est essoufflé, mais il dit que c'est parce qu'il a un peu grossi depuis qu'il est à la retraite et en fait, surtout, il a des œdèmes des membres inférieurs. Il a une biologie qui est somme toute normale, une petite insuffisance rénale mais légère et vous avez des NT-proBNP qui sont à 550 nanogrammes par litre. Donc là-dessus, est-ce que pour vous, déjà, on peut poser le diagnostic d'insuffisance cardiaque ? Est-ce que c'est un patient qu'il faudra adresser au cardiologue ou est-ce que vous pouvez le prendre en charge tout seul en tant que médecin généraliste ? Et si vous l'adressez au cardiologue, quels sont les délais de prise en charge ? Est-ce qu'il faut l'adresser vite ou pas ? Et est-ce qu'en tant que médecin de ville, vous pouvez initier un traitement et lequel ? Des idées ? Oui pour tout. Merci. Alors, dans les quelques diapos qui suivent, en fait, on a voulu montrer le cardio versus médecin généraliste. C'est pas vraiment versus, c'est plutôt du lien. Et donc, en effet, il faut l'adresser. BNP, enfin NT-pro augmenté, dyspnée, très clairement, adressez vos patients. Le premier principe, en fait, c'est de faire le diagnostic, de voir ce qui se passe, donc d'ausculter le patient, bien entendu, de faire une écho, en fait, pouvoir mettre une étiquette sur le cœur. En fait, est-ce que le cœur va bien, est-ce que le cœur va pas bien, est-ce qu'il y a d'autres trucs à côté, et de nous permettre de mettre des traitements adaptés avec une titration, donc une augmentation de posologie qui doit être agressive, et j'insiste bien sur ce mot, parce que c'est mon côté cardiologue. On est censé lui expliquer la maladie, ce qu'il en est, en fait, que c'est une maladie grave, chronique, que ça va pas forcément être facile tous les jours, et on est tenu de faire un courrier plus, pour dire ce qu'il en est, pour expliquer aux médecins traitants ce qu'il en est, comment on voit les choses, et comment ça va se passer. Alors, du côté généraliste, qu'est-ce qu'on est censé faire pour ce patient et qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour épauler nos collègues cardiologues ? Déjà, il faut s'assurer que le patient, sa tension soit équilibrée, surveiller son poids, prendre en charge toutes les règles hygiéno-diététiques, donc celles qu'on lui a évoquées pendant cette consultation d'annonce d'insuffisance cardiaque. Il faut se dire, ce patient, il va avoir tellement d'informations, il va se perdre, il ne va pas tout retenir. Donc il faut revenir dessus petit à petit, lui réexpliquer les normes, comment on fonctionne, insister sur le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, vacciner les patients, c'est vraiment hyper important de vacciner les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque contre le pneumocoque, contre la grippe, vérifier tous ces statuts vaccinaux parce que ce n'est pas le cardiologue qui va le faire, renforcer les connaissances et la compréhension sur la maladie pour ce patient, lui réexpliquer tout ce que lui a dit le cardiologue, faites des dessins, je ne sais pas, expliquer. Il va falloir que vous fassiez un suivi rapproché, surtout au début, pour vérifier ce qu'il a retenu et vérifier comment il va tolérer la titration agressive du cardiologue et la maintenir. Le courrier, il est important que le cardiologue le fasse. Il est très important que les médecins généralistes aussi fassent des courriers qui soient complets, qui expliquent au cardiologue pour le suivi comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a bien toléré les titrations ? Est-ce qu'il les a mal tolérées ? Pourquoi est-ce que vous avez baissé le sartan ? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas baissé ? Vraiment, dites-lui, parce que sinon, il ne va pas comprendre, le cardiologue, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce qu'il veut. Et continuer la titration dans la mesure du possible. Pour la titration, on entend pas mal « oui, j'ai peur » ou « je ne sais pas ». Franchement, pour les médecins généralistes, titrez les yeux fermés, d'accord ? Vous ne compliquez pas la vie. Vous gardez les yeux fermés, vous titrez. Et dès qu'il y a un stop, que ce soit la personne n'a plus de tension, elle tombe dès qu'elle se lève, son rein il a pris 200 points de créate, ça c'est un stop, et vous arrêtez à ce moment-là, vous levez un peu le pied, et juste en faisant ça, en fait, vos patients ils vont mourir 2,2 fois moins que si vous ne l'aviez pas fait. Donc vraiment, les yeux fermés, montez. Il mourra moins de l'insuffisance cardiaque. Donc du coup, vous continuez à le suivre. Alors comme vous êtes hyper fort avec le cardiologue, il est sous les 4 fantastiques. C'est ça 4 fantastiques qu'on dit ? Voilà, il a tous les traitements. Vous lui avez découvert un diabète, vous avez traité son diabète, mais malgré tout, il continue à prendre du poids, il n'arrive pas à faire du sport. Il essaie de se priver, mais franchement, se priver de sucre, se priver de sel, se priver de tout, ça le fait chier. Donc il vient en consultation, il continue à être essoufflé, il a encore des œdèmes, et sa tension qui est habituellement autour de 10,6, là elle est à 9,5. Alors, vous avez envie de le diurétiquer, est-ce qu'on le fait et comment on le fait ? Parce que nous, on est généraliste. Moi, un patient qui arrive avec 9,5 de tension, je veux bien lui mettre du furo, mais qu'est-ce que j'arrête en fait ? Parce que c'est sûr qu'il va me faire l'hypotension orthostatique. Alors, donc généralement, quand les médecins G ont une question comme ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils demandent au cardiologue. Et donc c'est vraiment très important du côté cardio d'avoir un canal de communication qui est rapide, qui est efficace.
Donc ça peut être WhatsApp, ça peut être les mails, ça peut être les SMS. Donc on a vu que le Covid a permis de déclarer beaucoup de moyens de communication légaux et sécurisés, alors que ce n'était pas le cas avant. Et pour ce qui est de la question posée avant, on tolère des tensions qui sont vraiment basses, tant qu'elles ont peu de retentissement d'un point de vue fonctionnel. On va quand même dépister son hypotension orthostatique avant de lui mettre du furosémide. Moi, j'ai envie de dire qu'on va peut-être quand même faire attention. Il est âgé, il a déjà des diurétiques, donc on va peut-être pas rajouter des diurétiques à des diurétiques. On surveille son poids. Dès qu'on peut, on arrête le furosémide, on va réintroduire le reste. Surtout, on va se coordonner avec les infirmiers libéraux, parce que vous l'avez peut-être pas dépisté l'hypotension, mais eux, en passant régulièrement, ils vont pouvoir voir comment ça se passe à la maison. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Comment ça va se gérer? Ils vont faire les prises de sang à la maison pour surveiller la fonction rénale. Et donc toujours on suspend lequel, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse claire, c'est la question qu'on se pose pour chacun des patients, donc ça va dépendre de votre patient. Mais effectivement, peut-être que parfois il va falloir suspendre ou alléger certains traitements pour pouvoir, pour pouvoir mettre le diurétique. Bref appel sur diurétique, volémie, clairance et tension, parce que oui, mais la tension est basse, oui, mais le rein est bas. En fait, c'est une courbe en U inversée. Je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, quand ils sont trop vides, donc ils ont une dégradation rénale et ils ont des petites tensions, les patients insuffisants cardiaques, donc trop vides. Mais quand ils sont trop pleins, aussi, ils ont des dégradations rénales sur la congestion, le bas débit, et des tensions qui baissent parce que leur VG ne peut plus pousser la petite tension. Donc quand vous voyez des tensions qui sont faibles et des reins qui se dégradent, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont trop vides. Des fois, on peut et on doit les dépléter aussi sans forcément arrêter des médicaments. On est en train de se faire rattraper par le temps. Donc maintenant, il vieillit beaucoup plus. Il a fait 2 épisodes d'OAP en 1 an. Une fois, il est passé aux urgences, une fois, il est passé en cardio. Il a une FEVG qui est à 30%, il a une dyspnée qui est NYHA3. Donc vous avez envie de l'envoyer chez son cardiologue de ville pour optimiser tout, mais il n'a pas envie. Il en a ras-le-bol, il baisse les bras. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à ce stade de l'insuffisance cardiaque? On commence à être sur vraiment une insuffisance cardiaque qui est avancée, voire terminale. Donc il va falloir faire tout le reste. Dépister la dépression, dépister les troubles ioniques, prendre en charge toutes les comorbidités de votre patient. Peut-être commencer à discuter effectivement d'une démarche palliative chez eux. Juste du coup pour les pistes d'amélioration, puisque c'est quand même l'intérêt de ce topo, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux. Donc pour améliorer la gestion de l'insuffisance cardiaque en ville, ce qu'il va falloir faire, c'est avec un dépistage qui va être plus précoce, éviter les hospitalisations aiguës, optimiser la collaboration et éduquer les patients. Donc il faut mieux repérer les patients à risque, ça va passer par la formation des soignants, ça va passer par la formation des infirmiers libéraux, ça va passer par les programmes de santé publique en fait, pour éduquer les patients. Dépister systématiquement et traiter les comorbidités de l'insuffisance cardiaque, l'anémie, la dépression, le diabète, toutes ces choses-là qui vont créer en fait de nouveau des décompensations. Donc vous pouvez les dépister en intra-hospitalier et ensuite les traiter en HDJ ou par le médecin traitant. Faire un suivi rapproché avec l'équipe libérale va permettre d'éviter les hospitalisations aiguës. Il y a des balances connectées, il y a des suivis avec des hotlines de cardiologie, des hotlines gériatriques, il y a le Prado qui existe. Prendre en charge, encore une fois, les comorbidités, ça va permettre d'éviter ces décompensations. Concernant la collaboration ville-hôpital, les HDJ d'usétique, je ne reviens pas dessus, on vous a expliqué ce que c'était. Favoriser les entrées directes, on va éviter la cure de l'Azilix IV aux urgences, il va revenir 2 jours après avec autre chose, on sait que ça ne fonctionne pas bien. C'est efficace sur le moment, mais voilà, le patient va être réhospitalisé. Alors ça, bien sûr, faut avoir des lits, c'est pas évident. Et les livrets d'insuffisance cardiaque, en fait, sont importants parce qu'ils vont permettre de limiter la perte d'informations sur les traitements et donc pouvoir continuer cette collaboration. Et puis bon, voilà, il faut éduquer les patients, les HDJ d'usétique, les infirmières azalées, les IPA. Les centres de rééducation cardiaque sont très importants là-dedans aussi. Je vous ai mis les références sur lesquelles on a travaillé pour préparer ce topo, si ça vous intéresse. Est-ce que vous avez des petites questions ou des grandes questions? Chez les médecins généralistes, il ne faut pas hésiter, c'est plus un ajout qu'une question, hésiter à discuter avec les infirmiers qui collaborent avec vous et qui s'occupent de vos patients pour éduquer également les infirmiers à surveiller la prise de poids et à consulter en cas de prise de poids, parce que le nombre de fois où j'ai vu des patients qui... si, on me pèse toutes les semaines, c'était noté sur le cahier, mais ça augmentait, mais ils n'ont pas consulté. Donc n'hésitez pas à éduquer aussi les infirmiers avec qui vous travaillez en ville.